reprenons notre séance. Voilà. Et j'ai le plaisir d'interviewer Sandrine Schwartz, qui est une universitaire qui a fait de son cœur de travail toute une recherche et une publication sur des auteurs de la pensée juive du XXe siècle, effectivement, parce qu'on dit contemporaine, mais du XXe siècle. Alors, Sandrine Schwartz est docteur en histoire moderne et contemporaine. Elle enseigne l'histoire juive à la Sorbonne, Paris-Nord, et également, elle coordonne les enseignements à l'Institut Élie Wiesel, à Paris, à l'Institut Élie Wiesel. Et elle assure, elle est coordinatrice des études juives, des enseignements. Elle a aussi une émission de radio régulière. Elle a publié plusieurs ouvrages. Et elle s'est intéressée à un certain nombre d'auteurs et de gens comme Chouchani, qui reste très mystérieux. Alors, ce fascinant Chouchani, quand on s'intéresse à la pensée juive du XXe siècle, c'est-à-dire que si on pense à Lévinas, si on pense à Wiesel, si on pense à Gordin, si on pense même à Manitou, hein, on entend parler de ce Chouchani. Alors, qui est ce maître qui apparaît et disparaît, si je puis dire, au fil des années, disparaît aussi des espaces, puisqu'il va voyager, on va le trouver tantôt en Israël, tantôt en France, et puis pour finir en Argentine, en Uruguay, voilà, en Uruguay, où il va décéder. Donc cette figure, elle était insaisissable, et chacun, entre guillemets, de ses élèves qui avaient travaillé avec lui, Talmud, etc., avait du mal, eux aussi, à le définir, parce qu'à la fois, il le définissait comme un maître absolument exceptionnel, avec une méthodologie tout à fait exceptionnelle, et avec en même temps cette espèce de présence fulgurante et d'absence surprenante, non loin de surprenante. Enfin, alors voilà, c'est important pour la pensée juive contemporaine et du XXe siècle de savoir un peu plus de connaître qui était Monsieur Chouchani. Alors Sandrine, est-ce que tu veux bien nous parler d'abord de ce livre, et puis on parlera ensuite du second. Alors, c'est un gros livre avec quelques documents, enfin vous connaissez, et d'ailleurs je crois qu'il ne reste plus. Ici. Alors merci Janine de l'invitation à parler de mes deux derniers ouvrages. Alors Fascinant Chouchani, d'en parler, eh bien... et après ce sera, il s'appelait Chouchani. C'est un mystère, mais un peu moins maintenant, après avoir lu Fascinant Chouchani. Alors il faut imaginer un sans domicile fixe, un clochard, malpropre, avec un chapeau trop petit pour son grand crâne. Les gens qui l'ont rencontré m'ont dit qu'il ne sentait pas très bon, qu'il ne faisait pas attention à sa mise, et puis qu'il inventait des histoires. Un jour, il était né dans un ashram au Tibet, et il le justifiait par moult détails qui semblaient vrais le lendemain au Maroc, et le surlendemain encore ailleurs. Et à côté de cette originalité, cette marginalité, il y avait le génie, quelqu'un qui savait tout sur tout, qui était capable d'enseigner la médecine aux étudiants en médecine, qui était féru de mathématiques, qui avait une connaissance encyclopédique de la tradition occidentale, les grands auteurs grecs, les grands auteurs allemands, qui plus est, il était polyglotte, et ces auteurs, il lisaient dans les textes. Au-delà de cette connaissance universelle, il avait une hypermnésie des textes de la tradition juive qu'il avait enregistrés par cœur. Donc il connaissait évidemment toutes les sources de la tradition, Torah, Talmud, les commentaires de ces sources, les commentaires des commentaires et les commentateurs qui les avaient commentés. Il n'avait pas écrit, donc il n'a pas laissé de témoignages, d'ouvrages qui auraient pu attester d'une pensée. Et donc, on est en droit de se demander, mais est-ce qu'un énergumène pareil a pu exister? Et en fait, comme Socrate, il existe dans les écrits de ses élèves, de ses
quelques-unes. Elie Wiesel, qui l'a popularisé dans Tous les fleuves vont à la mer, ses mémoires, où il raconte sa rencontre avec Chouchani dans les années d'après-guerre. Il y a Emmanuel Levinas qui en parle. Il y a Léon Ashkenazi Manitou, et puis en grattant, on trouve d'autres penseurs de l'après-guerre qui le citent. La difficulté, c'est que personne n'avait été capable de citer une pensée de Chouchani. Comment ce grand penseur, qui était le maître de philosophes, d'écrivains ou même de mathématiciens éminents, personne n'est capable de dire quel était le fond de sa pensée. Alors, je vais vous raconter, moi, comment j'ai rencontré Chouchani. Ma thèse de doctorat portait sur le renouveau de la pensée juive en France à la Libération, et notamment sur le colloque des intellectuels juifs de langue française. Les archives de ce colloque sont conservées par le Congrès juif mondial, qui est l'organisateur des premières rencontres. Ces rencontres de très haut niveau accueillaient la fine fleur des intellectuels juifs, et notamment Emmanuel Levinas, qui signait une leçon talmudique qui signe son œuvre juive. Et dans les archives, et notamment aussi dans les colloques qui ont été publiés en actes, on voit que chacune des interventions d'Emmanuel Levinas, je dis bien chacune, c'est-à-dire que le premier colloque a eu lieu le 24 mai 1957, c'est une sorte de Shabbat plein dans une maison de Lozère. Dès le deuxième colloque, en 1959, il prononçait une leçon talmudique. Jusqu'à la fin des années 80, il a proposé des années 90, pardon, puisqu'il est décédé le 25 décembre 1995, il a proposé une leçon talmudique. Toutes commençaient par une sorte d'avertissement: je suis un peu mal à l'aise, je suis, il le dit même, un talmudiste du dimanche, devant mon maître je ne suis pas grand-chose, et parfois il citait le nom de son maître, Monsieur Chouchani. Donc, depuis ma thèse de doctorat, j'ai armé dans ma tête l'idée de consacrer quelque chose à Chouchani, sur lequel personne n'avait vraiment travaillé. Il y avait un livre fort intéressant de Shlomo Malka, Monsieur Chouchani, qui était en fait une série d'interviews qu'Elie Wiesel avait données sur l'antenne de RCJ et qui avait été retranscrite dans un livre avec une préface, une longue préface qui était une enquête de Shlomo Malka, journaliste, sur les traces de Chouchani dans le pays où il a disparu, c'est-à-dire en Uruguay. Donc j'avais germé dans mon esprit l'idée qu'il fallait au moins un jour que je consacre une étude poussée, et donc je prenais des témoignages depuis ma thèse de doctorat sur Chouchani. Est arrivé le Covid et je me suis dit, voilà, c'est le moment de pouvoir travailler sur ça, sur ce sujet-là, et je me suis aperçue que finalement, quand on cherchait, on arrivait à trouver. Et la véritable identité de Chouchani était un secret de Polichinelle. C'est très proche, dont le docteur Henri Nerson, qui était un ami d'Emmanuel Levinas et qu'il avait rencontré dans les années d'avant-guerre à Strasbourg, savait qu'il était Hillel Perelman. Alors, je vous dis son nom. Hein. Donc, c'était un nom qui circulait. Une journaliste israélienne avait fait une enquête, avait lancé ce nom. Et Shalom Rosenberg, professeur de philosophie juive, de pensée juive à l'université hébraïque de Jérusalem, avait aussi sorti ce nom. Et Shalom Rosenberg était présent le jour de la disparition de Chouchani. Donc il a fallu faire une enquête à l'envers, c'est-à-dire détricoter à partir de cette piste et savoir si elle pouvait correspondre. Et à partir de là, eh bien, il a été facile pour moi de retrouver les itinéraires de Chouchani qui expliquent ces itinéraires de pensée. Alors, qui était Chouchani? Chouchani est né le 9 janvier 1895 à Brest-Litovsk, à Brisk, qui était une contrée disputée entre l'Empire russe et la Pologne. Au moment où il est né, c'est la Pologne. Mais ce qui est très intéressant de souligner, c'est que Brisk était un haut lieu de la pensée juive lituanienne, le judaïsme brisker. Et quand Chouchani naît, voilà, c'est un judaïsme rationnel, et bien le Rav Soloveitchik, le Rav Brisker, qui a introduit cette pensée, en tout cas qui l'a popularisée, même s'il n'en est pas à l'origine, eh bien était un contemporain puisqu'il est décédé en 1918. Donc ce petit Hillel Perelman, parce que c'est son vrai nom, et dans le livre, tout ce que je vous dis, eh bien, il y a des documents d'archives, avec notamment l'acte de naissance-circoncision de Hillel Perelman, qui était le fils de Manès Perelman. Alors dans les archives, il est écrit petit bourgeois,
et de son épouse Feiga, dont on ne connaît pas le nom de famille. Donc, famille petit bourgeois, ce qui signifie très pauvre. Et Hilal Perelman, très tôt, a des possibilités intellectuelles et son père se dit peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Donc, dès 3 ans, il entre au Rheder, il apprend, et il est tellement pauvre qu'il n'a pas de cahier, et ce n'était pas le seul d'ailleurs. Donc, il est obligé de mémoriser les pages. Donc, il apprend tout par cœur. Et parfois, quand il se confiait, il disait qu'en fait, il n'a pas eu d'enfance parce qu'il entrait étudier, il faisait nuit, et il se couchait, il faisait nuit. Et son point affectif, c'était qui? C'était sa maman, Feiga. Et d'après les archives, eh bien, on voit qu'elle décède au moment de la naissance de son jeune frère Kousiel. Une date, 1912, qui correspond aussi avec la disparition de Hilal Perelman, des radars de Brest-Litovsk et de Brisk. Et là, il réapparaît où? Il réapparaît en Palestine ottomane, on est avant les accords Balfour, puisqu'on est en 1912, et il est en Israël, en Eretz Israël, en Palestine ottomane, et on l'aperçoit à Jérusalem dans la mouvance d'un rave qui s'appelle le Rav Sonnenfeld et qui était antisioniste. Il réapparaît très peu, 2 mois après, dans la yeshiva du Rav Kook, la première yeshiva qu'il inaugure en 1912 à Jaffa. Et comment on le sait, c'est qu'il y a une photo qui a été produite de Hilal Perelman enfant. Et quand on connaît les photos d'Hilal Perelman adulte, eh bien, de Chouchani adulte, on voit que c'est confondant. Et surtout, cette photo, elle provient d'où? La journaliste dont je vous avais parlé, qui avait une des premières produit le nom de Hilal Perelman, eh bien, s'est procuré cette photo chez quelqu'un qui aurait été le neveu de Chouchani. Et donc, j'ai vérifié si cette personne dont elle parle, et dont Elie Wiesel parle, qui s'appelait Meir Mintz, pouvait être, d'après les archives, le neveu de Chouchani. Et donc, quand on fait des recherches, c'est ce que je vous disais, on cherche, on trouve Manes Perelman, Feiga Perelman, ils ont 3 enfants, l'aîné Hilal Perelman, ils ont une fille, Sarah Perelman, un petit frère à Kousiel, et Sarah Perelman a épousé un Meir Mintz, qui a eu plusieurs enfants. Elle a épousé un Osher Mintz, et ils ont eu plusieurs enfants, dont ce Meir Mintz. Les 2 survivants du ghetto de Brisk, alors on sait qui sont les survivants parce que tous sont morts, et on connaît juste quelques noms, moins d'une dizaine, et dans ces noms-là, eh bien, il n'y a pas de Perelman. Et donc, les 2 survivants du ghetto de Brisk, parce qu'ils n'étaient plus à Brisk à l'époque, sont Hilal Perelman et Meir Mintz, dont on retrouve sa trace à la yeshiva de Mir. Il s'exile en Chine et après il va aux États-Unis où il construit une synagogue et donc il donne cette photo à Yael Perelman, à Yael Levin, et qui prouve que Hilal Perelman donc était bien Chouchani et que surtout il était un élève du Rav Kook. Alors là, c'est un peu fou ce que je vous dis, mais c'est plus clair dans le livre parce qu'il faut suivre. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? Il passe les premières années de sa vie à Brisk. Il est ensuite dans l'Empire, en Eretz Israël. Dans les années 1915, il va aux États-Unis. Comment on le sait? C'est parce qu'il y a des recommandations du Rav Kook pour l'élève Hilal Perelman au Rav Meir Bar-Ilan qui est à Cincinnati. Il reste quelques années, on l'aperçoit ensuite à Berlin, où il rencontre des grandes figures, notamment celui qui deviendra le rabbi de Lubavitch, le rabbi Schneerson. Il est quelque temps en Afrique du Nord, et puis là, il apparaît, et c'est la période qui m'intéresse, en France, au début des années 30. Jusqu'à cette période, il est Hilal Perelman. Quand il arrive à Strasbourg, c'est là la première fois qu'on le voit en France, eh bien quelqu'un lui demande, alors il dort devant le porche d'une synagogue, celle de la rue Kagenet, qui accueille des Loufmensch, ces juifs un peu mendiants comme ça d'Europe centrale et orientale. On lui demande, mais quel est ton nom? Et la plus âgée des personnes qui a pu témoigner de
la rencontre avec Chouchani est un monsieur qu'il avait rencontré qui disait mais à l'époque on l'appelait pas Chouchani, on l'appelait Chouchné. Alors pardonnez mon accent yiddish. Donc c'était Chouchné en yiddish et Chouchné en yiddish qu'est-ce que c'est? C'est Suze, c'est Chouchan. Parce que quand il voulait disparaître, il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, eh bien quelqu'un lui a demandé quand il était allongé comme ça devant la synagogue, mais qui tu es, comment tu t'appelles? Et avec ses références qui étaient les siennes, il a répondu, je suis le juif qui vient de Zuz, de Chouchan, je suis Chouchné. Et d'ailleurs, dans ses fausses identités, parce qu'il en a eu un certain nombre, Chouchné, Chouchana, Chouchani, Ben Chouchan, Ben Soussan, à chaque fois, le prénom qu'il s'était donné, c'était Mordechai. Et évidemment, quand on pense à Suze et qu'on pense à Chouchan, eh bien, on pense à la Megillat Esther, au livre d'Esther, et à celui qui fut appelé le premier juif, et donc c'est pas anodin le nom qu'il s'est donné. À Strasbourg, beaucoup de familles, d'enfants ou de petits-enfants se rappellent que M. Chouchani, en échange du gîte et du couvert, donnait des cours de préparation à la bar mitzvah ou des cours sur le Talmud. Quand il arrive à Paris, à la fin des années 30, c'est exactement ce qu'il fait. Il continue de donner des cours, alors on ne sait pas où il habite, il avait probablement un appartement, parce qu'avec Chouchani, il y a toujours deux versions de tout. Ceux qui vont dire qu'il était pauvre, ceux qui vont dire qu'il était riche, qu'il était ashkénaze, qu'il était séfarade, qu'il était religieux, qu'il n'était pas religieux. Quoi qu'il en soit, donc il est à Paris au début de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Il arrive après à passer en zone non occupée. On l'aperçoit en Suisse. Et à la fin de la guerre, il revient à Paris et c'est là qu'il entre dans la légende. Il entre dans la légende parce qu'il est le maître des grandes figures dont on a évoqué les noms, Elie Wiesel et notamment Emmanuel Levinas. Léon Ashkenazi Manitou, qui était élève de la première promotion de l'école d'Orsay et qui ouvre à la rentrée de 1946, en septembre. 3 ans après, en 1949, il est directeur de l'école d'Orsay, il voulait les meilleurs enseignants, et là, il recrute Chouchani, et quelqu'un l'avertit, c'est le rabbin Breuer, il lui dit attention, il est diabolique, il va tellement loin, parfois, dans ses commentaires et dans son exégèse, qu'il faut faire attention si on le met en contact avec des étudiants, et il va quand même le faire venir à l'école d'Orsay, où il va faire son grand cinéma, parce que Chouchani faisait aussi un institut du cinéma. S'il était malpropre, il avait peur des microbes, donc il fallait faire très attention à ce qu'on lui donnait à manger. Il voulait des chambres à part. Il y avait des tonnes de journaux dans sa chambre et de livres. Et puis il va donner quelques cours, et puis ils vont se fâcher. Qu'est-ce qui est important dans cette histoire que je détaille, c'est que le seul qui s'est fâché, disputé avec Chouchani, est le seul également à citer des citations de Chouchani. Quand on écoute les conférences de Manitou, il y en a un certain nombre sur plusieurs sites, il y a au moins 14 mentions de Chouchani disait que, de pauvres les guillemets. Et quand aujourd'hui on dit on a du mal à trouver des citations de Chouchani, et bien il y en a dans la bouche de Léon Ashkenazi dit Manitou. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes parce que quand on cherche, comme je vous l'ai dit, on finit par trouver. Il y avait Colette Baird qui était une élève de l'école d'Orsay et qui prenait des notes sur tout. Ces archives aujourd'hui sont aux archives sionistes centrales et dans ces archives on trouve un carton d'invitation d'une conférence donnée en décembre 1952 par M. Chouchani sur le thème judaïsme et christianisme, et il y a les notes. Et on voit que dans ces notes, il y a des choses très intéressantes qui sont données et qui se rapprochent des enseignements de Emmanuel Levinas. Alors on ne peut pas tout dire, mais il y a un long chapitre sur Emmanuel Levinas, et en relisant toutes ces leçons talmudiques, on s'aperçoit qu'elles sont toutes infusées des enseignements qu'il a reçus de son maître, Chouchani, parce qu'il y a évidemment des enseignements qui sont possibles à retrouver grâce à ces citations, je vous l'ai dit, de Manitou, grâce aux leçons talmudiques. Et puis il y a Elie Wiesel. Elie Wiesel, pour qui Chouchani est un personnage rêvé. Ce que je vous dis évidemment, c'est un résumé.
Il arrive à un moment précis de sa vie, celui où il vient de terminer la période concentrationnaire. Il a fait partie de ces enfants de Buchenwald arrivés à Paris grâce à Geneviève Antonios de Gaulle. Il est accueilli par Losey et puis il doit faire des études. Alors tous les enfants accueillis, les adolescents ne font pas des études, mais là les dirigeants de Losey ont vu qu'il y avait quelque chose de particulier chez Elie Wiesel et donc on lui donne une petite chambre de bonne, on lui donne un petit budget pour qu'il puisse étudier la philosophie à Paris. Et donc il étudie à la Sorbonne la philosophie et là il rencontre Chouchani. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il raconte à plusieurs reprises cette rencontre et elle n'est jamais la même. Une fois c'est dans la maison Les Hirondelles des époux Samuel, donc le beau-frère et la sœur de André Neher. Une autre fois c'est la synagogue de la rue Pavée. Une autre fois c'est dans un train qui le conduit de Paris à la maison chez nous à Versailles ou à Taverny, parce que là aussi il y a encore deux versions. Mais ce qui est toujours la même histoire, c'est qu'il rencontre ce maître qui le fascine. Ses amis lui disent ne t'approche pas de lui, d'autres lui disent il est très intelligent. Mais finalement il va aller vers ce personnage qui va l'humilier, qui va l'inquiéter. Et c'est justement pour ces raisons-là qu'il va se rapprocher de lui et qu'il va le choisir comme maître. C'est un petit trop. Non, c'est passionnant. Je crois qu'on pourrait écouter très longtemps encore. Et la lecture de ce livre retrace bien la complexité du personnage et vraiment qui en fait quelqu'un de tout à fait singulier. Donc, je crois que Je vais raconter la suite rapidement. Oui. Donc, il est en France jusqu'en 1952. Après, il arrive en Israël dans des kibboutz religieux. Après, il reste quelques mois à Paris et puis il passe la plus longue partie de sa vie, excepté son enfance, à Montevideo en Uruguay, où il fait exactement ce qu'il faisait en France, c'est-à-dire donner des cours à une échelle qu'on ne peut pas imaginer. J'ai rencontré plusieurs personnes, des témoins. Quelqu'un me disait, mais c'était le Google de l'époque. On lui posait une question sur n'importe quel sujet, il avait la réponse. Et Elie Wiesel disait qu'il parlait 30 langues sans accent. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que les cahiers nous sont parvenus. Les cahiers de Chouchani, alors certains ont voulu y trouver, cherchent encore une vérité cachée ou un message qu'il aurait dissimulé. Ces carnets sont intéressants parce qu'en fait, elles démontrent déjà les langues qu'il parlait. Il y a essentiellement de l'hébreu, du yiddish, de l'espagnol, du français, du latin, de l'anglais. J'ai compté 17 langues. Elie Wiesel disait qu'il parlait 30 langues sans accent. Non, c'était un peu moins, mais c'est déjà beaucoup. Et on sait aussi, d'après les témoignages, qu'il avait un accent yiddish et lituanien très important et à couper au couteau. Donc, qu'est-ce que démontrent ces carnets qui sont avec des schémas d'optique, de mathématiques, d'astrologie, parfois des choses de la vie privée, parce qu'il jouait à la bourse aussi, ou des noms de rendez-vous, ou des débuts de cours. Eh bien, on voit qu'il avait un esprit un peu à la manière de Léonard de Vinci qui s'intéressait à tout, à son époque donnée. C'était vraiment un cerveau incroyable. Je vous donne juste une anecdote, ce qui était plus facile pour moi parce qu'il écrit tout petit avec des pattes de mouche. Et ces cahiers, moi je les ai vus très tôt parce que il y a des cahiers aujourd'hui qui ont été numérisés, qui sont à la Bibliothèque nationale d'Israël. Et moi, les miens que j'ai vus, c'était il y a une dizaine d'années. Et c'est un rave à Paris qui s'appelle le Rav Grandstein, qui est par alliance de la famille du docteur Henri Nerson. Et quand Chouchani est décédé à Montevideo le 26 janvier 1968, une sorte de comité s'est créé pour essayer de déchiffrer ces cahiers. Et des cahiers ont été envoyés à ce neveu du docteur Henri Nerson, le Rav Grandstein, et il a essayé de trouver des choses, mais finalement il a à mon sens, sinon il l'aurait dit, il n'a rien trouvé de particulier. Et donc j'ai vu ces cahiers. Et dans ces cahiers, il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait un poème en français. Donc pour moi, c'est évidemment le plus facile à lire. Les Marrons, d'un poète romantique du XVIIIe siècle. Et Chouchani, de mémoire, réécrit le poème. Et de voir qu'il fait des fautes d'orthographe, c'est assez rassurant parce que certains ont vu en Chouchani une sorte de prophète Élie, d'ange, de Mélaire, ou d'un des 36 justes cachés, donc quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Mais quand il retranscrit ce poème, eh bien, il fait des fautes d'orthographe, donc c'est assez rassurant.
Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que sous certains mots, il met un petit rond, avec un renvoi dans la marge, parce que c'est des mots sûrement dont il ne connaissait pas le sens, ou pas suffisamment, et le renvoi dans la marge est en yiddish, ce qui signifie bien qu'il n'est pas d'un shrine au Tibet ou du Maroc, mais qu'il pensait en yiddish, et que sa langue maternelle était le yiddish. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sandrine pour avoir retracé les pistes de ce beau livre sur un personnage, enfin, moi qui a fini aussi par me fasciner, parce qu'on entendait parler de Chouchani sans savoir qui c'était, et en même temps, il avait une réelle place comme maître. Oui. Alors, quand tu dis par exemple, c'était pas un être parfait, etc., mais dans le témoignage, et les témoignages qu'on a de la Bible, du Talmud, il n'y a jamais de personnage parfait. Dans le judaïsme, justement, chacun commet, si je peux dire, une faute pour montrer que la perfection, elle est vraiment de l'ordre divin, finalement. Et que l'humain aussi, soit-il, aussi important soit-il, même Moïse, entre guillemets, commet quelques fautes. Donc voilà, juste... Est-ce que je peux ajouter un mot? Oui, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que je ne vous ai pas dit beaucoup de choses, parce que là, je vous ai parlé de ces itinéraires de vie et de pensée. Le judaïsme Brisker, c'est pas n'importe quel judaïsme, c'est le judaïsme rationaliste. Et l'importance de la culture universelle, de la tradition qui n'est pas uniquement la tradition juive, mais pour montrer la véracité de cette tradition est quelque chose qui était important, et notamment les mathématiques. Et ce sont trois facettes importantes de la pensée de Chouchani. Et finalement, ce qu'il transmet à ces penseurs juifs de l'après-guerre, c'est cette méthode Brisker. Donc ça désacralise un peu le personnage, qui n'a pas inventé la méthode qui était celle de son enfance. L'autre chose qui est très importante, c'est que je ne vous ai pas parlé de sa pensée, mais sa pensée était une pensée dont la Kabbale était le fondement. Donc c'était un kabbaliste. Et l'autre élément aussi, c'est le sionisme. Et donc même si il n'a pas fini ses jours en Israël, il était attaché au sionisme, il s'intéressait au sionisme. Tous ces financements, ceux qui l'ont financé, étaient le mouvement sioniste, le mouvement Mizrahi. D'ailleurs, il décède en enseignant à des futurs enseignants du mouvement du Bnei Akiva. Et le sionisme est quelque chose d'important dans sa trajectoire, et évidemment sur sa pensée et les articulations entre ces différents éléments, tout expliqué dans le livre. Tout à fait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est passionnant. C'est vraiment tout à fait passionnant, et je trouve que ça élucide assez bien ce personnage qui cherche à se dissimuler, qui cherche à avoir plusieurs identités. Voilà, c'est pas Saint Jacob qui aurait été Israël, ou Israël qui est devenu Jacob, non, pas du tout. Mais il voudrait avoir cette hauteur, ce côté, ce caractère d'initié, personnage. Voilà. Alors, on pourrait rester longtemps à en parler, mais je crois que ce serait bien que vous le lisiez, mais il paraît qu'il n'y en a plus ici. Donc, ça a été pris d'assaut, mais on vous le recommande et vous pouvez le commander. À la librairie. Voilà, ici, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler d'un autre livre parce que Sandrine n'arrête pas, j'admire ses talents de Wonder Woman, qui est à la fois mère de famille, qui est toujours enseignante, et qui passe ses loisirs, je ne sais pas quand, on les trouve pour écrire des bouquins. Alors là, elle s'est intéressée à quelqu'un de plus proche, entre guillemets, dans le temps, dont l'identité était plus facile à retrouver, et qui est quelqu'un qui est proche de nous, puisque finalement, c'est proche de nous, lui. On parle de quelque chose il y a 80 ans, on parle d'un personnage, Shuna, qui était résistant, qui a été fusillé à 20 ans. Alors, ce Shuna habitait Livry-Gargan, d'une famille qui est arrivée justement de Pologne, et il y avait beaucoup d'Ashkénazes qui s'installaient à Livry-Gargan, à une époque, je pense, où Livry ne ressemble pas du tout à ce que l'on connaît, hein, parce que ça a l'air d'être l'équivalent des Galguettes de la Marne, d'un endroit
pas loin de Paris, où on pouvait y accéder facilement par des bus et où on pouvait aller prendre l'air le dimanche. Et cette famille qui s'installe à Livry-Gargan rejoint un noyau de familles qui existe déjà et forme un embryon de communauté, bien qu'ils aient été communistes, à peu près. Donc en même temps, c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas le juif racide, du tout. La famille a le sentiment, bien sûr, de son appartenance au judaïsme, très clairement, mais ne témoigne pas d'une pratique religieuse suivie. Alors, il y a cette organisation quand même qui existe à Livry-Gargan, où il crée quand même une synagogue, sous le groupe de premiers immigrés d'Afrique, pas d'Afrique du Nord, de Pologne, et la guerre va venir se prendre tout ça. Alors, enfant, Shuna va fréquenter plutôt les patronages, entre guillemets, plutôt que le Talmud Torah. Donc justement, c'était éloigné du Talmud Torah, une identité juive, mais sans support, si je puis dire, religieux ou intellectuel. Voilà. Donc, la vie, la guerre lui surprend les juifs français, de toute façon, ils savent qu'ils courent un vrai risque. Et ce jeune homme, va s'engager à fond dans un réseau de résistance et va accepter, tu vas nous en parler plus longtemps, va accepter des missions vraiment dangereuses. Et d'ailleurs, il a laissé sa vie, quoi. Et cet itinéraire, à mon avis, me paraît encore exemplaire d'une certaine génération de juifs qui sont venus d'Europe de l'Est, de Pologne plus précisément, mais d'Europe de l'Est, qui avaient un sentiment national pour la France extrêmement important, c'est-à-dire que la France, la République avait pris une place dans leur vie comme un idéal à défendre. Et donc, c'est assez exemplaire, à mon avis, d'une génération de gens qui se sont engagés, qui se sont mis à lutter pour la liberté de la France, d'une certaine manière, et dans des réseaux qui sont des réseaux plus ou moins communistes, parce qu'il y avait quelques réseaux juifs aussi, qui étaient beaucoup plus constitués d'ailleurs vers le sud-ouest de la France. Et voilà, donc c'est terriblement attachant, évidemment, de voir un destin s'interrompre aussi brutalement par les gouvernements de Vichy, par les réseaux fascistes. Voilà. Donc c'est une présentation peut-être pas très précise et un peu sans trop tirer d'axe, mais moi, il me semble que c'est quand même très important ce livre, justement, pour faire connaître cette génération de juifs polonais installés en France, à la fois intégrés et en même temps restés parmi nous. C'est une présentation qui est parfaite, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il n'y a pas dans le livre. Et pour une fois, j'espère que vous me pardonnerez, c'est que je vais convoquer des éléments qui sont personnels et qui permettent de comprendre pourquoi ce livre. Parce que mes autres travaux, articles ou ouvrages, portent sur les grandes figures de l'école française de pensée juive, ou l'école d'Orsay, ou le colloque des intellectuels juifs, et celui-là non. Sur un résistant fusillé à 20 ans, le 6 octobre 1943, dans la clairière du Mont Valérien. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que sa famille était liée à la mienne. Depuis 5 générations, du côté paternel, du côté des Schwartz, nous sommes installés dans la ville de Livry-Gargan, qui aujourd'hui est une petite ville de banlieue, mais qui n'a pas toujours été qu'une petite ville de banlieue. Depuis le début du XXe siècle, c'était un haut lieu de la Yiddishkeit. Il y a même un historien, Philippe Trétia, qui dit on entend Livry-Gargan un peu comme Brooklyn. Donc imaginez cette communauté ashkénaze très importante, essentiellement des juifs qui viennent de Pologne, avec un théâtre yiddish qui fonctionne, une presse yiddish, une artère commerçante, l'avenue de Chanzy, avec que
que des commerçants qui sont juifs, et jusqu'à encore pas très longtemps, dont le père de Shuna Weinstock. Et puis, j'ai été bercée, parce que mon père encore est né à Livry-Gargan, par l'histoire de ce résistant Rouné, comme on dit en yiddish, Rouné Weinstock, qui était un héros, mais sans savoir exactement en quoi consistait le fait qu'il soit un héros, avec une anecdote qui est aussi assez particulière, que je raconte souvent en ce moment quand je parle de ce livre, c'est que Shuna, Rouné avait un petit frère qui s'appelait Éloi, et mon père s'appelle Éloi. Alors pourquoi des juifs ashkénazes s'appellent Éloi? Tout simplement parce qu'ils sont nés plus ou moins à la même époque, à un an près, et quand les deux pères respectifs sont partis à la mairie pour enregistrer le prénom Élie, l'officier d'état civil qui devait être le même, ou peut-être une officière d'état civil, a dit on n'enregistre pas Élie, on va regarder les saints, Saint-Éloi c'est parfait. Donc je crois que les deux seuls juifs du monde, parce que j'allais dire de Livry-Gargan, mais de France et de Navarre, qui s'appellent Éloi, sont des juifs de Livry-Gargan, et c'est mon père et le petit frère de Shuna, qui était un ami de mon père. Et à un moment, il s'est agi pour moi de trouver un sujet pour mon mémoire de DEA, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler sur ce résistant, et parce que Éloi avait conservé religieusement toutes les archives qui concernaient son grand frère disparu trop tôt. C'est une démarche qui avait été commencée par le père Abraham Weinstock, qui avait tout gardé jusqu'à ses bulletins scolaires, etc. Et donc pour un mémoire de DEA, j'avais une matière et des sources d'archives inédites tout à fait intéressantes. C'est ce que j'ai fait. Et puis, cette année, personne n'est passé à côté du fait que le 21 février 2024, les cendres de Misak Manouchian et de Mélissa, et de Méliné, pardon, son épouse, sont entrées au Panthéon. L'affiche rouge, symboliquement aussi, est entrée au Panthéon. Et un peu par hasard, chez mes parents, en regardant dans la bibliothèque, je suis retombée sur mon mémoire de DEA. Et puis j'ai lu et je me suis dit, tiens, c'est peut-être... Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal écrit, pas trop mal écrit, je l'avoue. Et je me suis dit, on parle d'un groupe particulier, les 21 fusillés de l'affiche rouge, mais il y en a eu d'autres, parce que Shuna Weinstock a été fusillée dans la clairière du Mont Valérien avec 24 de ses compagnons, et que finalement, personne n'en parlera. Et donc j'ai demandé à mon éditeur s'il était d'accord pour me suivre, Herman, il m'a dit ok. Donc ce petit livre est né. Entre-temps, entre mon DEA et l'écriture de ce livre, eh bien, des archives sont tombées dans le domaine public, et notamment les archives de son arrestation. Je vous résume en gros sa vie, mais Janine l'a bien fait. Shuna, né à Varsovie le 22 octobre 1923, il arrive à 1 an à Paris parce que sa famille est tout simplement chassée de ce pays par l'antisémitisme qui y règne. Au début, ils restent quelques semaines à Paris et puis ils arrivent à Livry-Gargan parce qu'une grande communauté y est installée et qu'ils se disent ça sera sans doute plus facile de s'y intégrer. Le père est assez modeste, la mère était institutrice en Pologne, mais elle perd tout son statut en arrivant en France puisqu'elle ne parle que le yiddish et le polonais. Et puis ils font les marchés sur l'avenue commerçante de Chanzy. Quelques années plus tard, ils achèteront un magasin. Shuna, lui, entre à l'école. Normalement, c'est 6 ans l'âge obligatoire. Il entre à 3 ans. Et les bulletins scolaires, je vous ai dit, ces récompenses ont été conservées par la famille. Et là, on voit qu'il rafle tous les prix. Il est quand même de langue maternelle yiddish. Il apprend le français à l'école avec ses parents. Il ne peut pas parler français. Et il est tout petit. Les premiers prix de composition, d'orthographe, de littérature. Et ça, comment je le sais? C'est parce que j'ai les livres, certains qui sont produits avec des étiquettes collées à l'intérieur. C'est bulletin scolaire de la petite école primaire de Livry-Gargan, il est premier de la classe. Et donc il fait une scolarité très brillante. Et comme beaucoup de juifs qui arrivent en France, ils viennent en France, de juifs qui viennent de France depuis l'Europe centrale et orientale, ils viennent en France parce que la France c'est le pays heureux Dieu comme Dieu en France, c'est un proverbe yiddish. C'est le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pays qui en 1791 a émancipé les Juifs, le pays qui a été capable de réhabiliter un capitaine de l'armée française, le capitaine Dreyfus, injustement assassiné. Donc Shuna et sa famille, qui sont communistes, sont profondément amoureux de la France, de la littérature. Shuna écrit des poèmes, ils sont donc communistes,
Et le judaïsme est relégué un petit peu aux oubliettes de leur mémoire, même s'il reste quand même des petites choses. Le père va à la synagogue le jour de Yom Kippour, il est adhérent à la Fraternelle, la société de secours mutuelle, dont par la force des choses, je suis aujourd'hui la présidente, parce que si je ne l'étais pas, eh bien il n'y en aurait plus, et que les personnes qui ont cotisé toute leur vie pour être enterrées dans le cimetière juif de la ville, eh bien ne pourraient pas y être. Et donc dans les archives, je vois ce lien à la Fraternelle, je vois dans les autres archives le lien à la France, à la langue, et pourtant Shuna ne pourra jamais être français. À cause de la loi du sol, il ne pourra pas. Son petit frère, oui, qui est né en France, lui non. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, il va s'engager, non pas chez les FTP Moy, comme la fiche rouge, les juifs étrangers, notamment, enfin les étrangers, notamment les juifs, parce qu'il n'y avait pas que des juifs. Il veut entrer dans la résistance communiste française nationale, laïque, républicaine, les FTP. Et là, il va être chargé des missions les plus difficiles, avec des moyens les moins expérimentés, même ridicules, les grenades qui ne se dégoupillent pas, l'arme qui s'enraye. C'est de la chair à canon, ces résistants juifs dans la résistance communiste. Il va être arrêté, torturé et fusillé dans la clairière du Mont Valérien, donc ce fameux 6 octobre, quelques semaines avant d'avoir atteint ses 20 ans. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il rédige 3 lettres avant d'être exécuté. 3 lettres, l'un à son professeur, parce qu'il va faire des études poussées d'ingénieur électricien, et il sera agréé à son professeur, le professeur Perrin, de l'avoir conduit jusque-là. Donc il lui écrit une lettre. Il écrit une lettre à son meilleur ami, Daniel Lancia, un Italien qu'il avait rencontré pendant ses études à l'école d'Hydro, et puis à ses parents. Et ces lettres sont des modèles de patriotisme, d'amour de la France, de ses valeurs. Lui, le petit juif communiste qui n'a jamais pu être français. Et vraiment, sa valeur d'exemple, c'est des lettres qui devraient être lues par toutes et par tous. Il était immigré. Et il a été bien accueilli, il s'est fondu dans la République française. Et je pense que ces lettres devraient être lues à des enfants aujourd'hui qui parfois ont du mal à savoir quelle place ils pourraient avoir dans la République, notamment quand ils sont d'origine étrangère. Et rien que pour ça, eh bien, ce livre est important. Voilà, j'étais un peu... Merci beaucoup Sandrine. Donc je crois qu'il y a quelques exemplaires de Isabelle Journal. Il y en a beaucoup et... Ah ben d'accord. Voilà, en tout cas, merci pour ce travail énorme et quotidien qui est fait à Paris dans le cadre des 2 structures d'enseignement. Et on va laisser la place à... Merci beaucoup. Un petit moment poésie maintenant.